Bienvenue à la séance 6 sur l'analyse des données quantitatives. La structure de la séance 6 est composée de 3 capsules différentes, l'introduction, les tableaux croisés dynamiques et le contrôle statistique des processus. C'est un rappel. On va passer quand même un peu de temps sur la mise en contexte pour voir ce qu'on peut faire avec les données. Et bien sûr, quand on parle d'analyse statistique, il y a des éléments que vous devriez déjà connaître. Donc, notre mise en contexte. Vous vous rappelez, au cours 5, on a parlé de la voix des processus et de la voix des clients. Dans ce cas-ci, pour cette mise en contexte, on ne tiendra pas compte de la voix des fournisseurs et de la voix des employés. Ce qu'on a déterminé, c'est qu'il y avait des indicateurs de performance, des indicateurs pour des intrants, pour la transformation et les extrants. Et là, on était capable d'aller chercher des données quantitatives et des données qualitatives. Vous avez fait votre plan de collecte de données pour pouvoir faire ça. La voie des processus, dans le fond, c'est ce que le processus est en mesure de faire. Donc, un terme qu'on utilise, c'est la capacité du processus. Et la voie des clients, dans le fond, c'est ce que les clients veulent et on va parler de spécification à ce moment-là. Donc, on va se concentrer sur les données quantitatives et des deux types. Donc, la mise en contexte, vous vous rappelez, la compagnie d'assurance Relax cherchait à diminuer le temps de traitement d'une soumission d'assurance vie de 10 à 4 jours ouvrables. Pour ce faire, on est allé chercher des indicateurs de performance. Donc, on a fait un plan de collecte de données et on a essayé de trouver le nombre d'intrants pour essayer de comprendre le volume de demande de soumission, le temps de traitement moyen, puisque c'est ce qu'on cherche à diminuer, et aussi le rendement au premier passage. Donc, on vous expliquera pourquoi. On a fait une collecte de données et maintenant, c'est le temps de représenter ces données-là et de faire l'analyse. Ce qui peut vous aider, c'est ce qui s'appelle des tableaux dynamiques croisés. Donc, en anglais, on appelle ça des pivot tables. Et ce que ça va vous permettre de faire, c'est d'utiliser Excel pour pouvoir compiler, analyser et regrouper aussi les informations brutes que vous avez recueillies. Vous allez pouvoir faire des tableaux comparatifs et essayer de voir des liens entre différentes données que vous aurez recueillies. La capsule 2 porte spécifiquement sur les tableaux dynamiques croisés. Donc, si on regarde le nombre d'intrants, je suis allée chercher mes données et ce que j'ai réussi à avoir, c'est le nombre d'intrants sur 2 années. Donc, l'an 1 et l'an 2. Et j'aurais pu aussi avoir d'autres données. Et ce que je vois ici, c'est là le volume de demandes de soumission que je vais avoir. Bien sûr, un tableau avec des données n'est pas aussi parlant qu'un diagramme ou un graphique chronologique où là, je vois la représentation de mes données sur ces 2 années-là. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'il semble y avoir des cycles qui se répètent. Donc, si je vois de janvier à mai, je semble avoir un cycle qui se répète à l'an 2 de janvier à mai. Ce qui semble aussi intéressant, c'est qu'il semble avoir une tendance à la hausse. Donc, il semble y avoir une augmentation du nombre de demandes de soumission. Si je regarde les 2 autres périodes, je vois qu'il semble aussi y avoir un autre cycle. Donc, de cycle de juillet à novembre-décembre et encore une fois, pour l'an 2, le même cycle. Et encore une fois, je semble avoir une tendance à la hausse au niveau du volume de demande de soumission. Ce graphique-là ne me donne pas, par contre, l'ensemble de l'information dont j'ai besoin pour pouvoir faire mon analyse. Donc, il faut que j'essaie de comprendre. Donc, si je regarde les 2 éléments de janvier. Il semble qu'en janvier de l'an 1, les demandes ont été supérieures qu'en janvier de l'an 2. Et c'est là où les données qualitatives, les entrevues et votre aspect Sherlock Holmes va vous aider. Donc, on essaie de comprendre ce qu'il y a en arrière de chacune des données. Donc ici, par exemple, ce que je peux voir, c'est qu'en janvier de l'an 1, j'avais eu des demandes qui n'avaient pas été traitées en décembre de l'année d'avant et qui sont entrées dans mon processus à partir de janvier. Alors, ça semble plus élevé comme demande, mais en même temps, c'était du travail qui n'avait pas été fait au mois de décembre précédent.
Ce que je peux voir aussi, c'est que si je regarde ici au mois d'août et au mois de septembre, encore une fois, en septembre, ça semble beaucoup plus élevé de l'an 2 qu'en septembre de l'an 1. Et là, ce que je peux essayer de comprendre, c'est qu'il arrive souvent dans le secteur des assurants où des courtiers vont garder leur demande de soumission pendant quelques jours ou même quelques semaines dans leur bureau et vont toutes les envoyer en même temps. Donc, dans ce cas-ci, on avait un courtier qui a pris des bonnes vacances et qui a décidé de tout envoyer pour le mois de septembre, ses demandes de soumission, au détriment de ses clients et du délai là, de traitement des demandes. Donc, le temps de traitement, donc je vois le nombre d'intrants. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de regarder le temps de traitement moyen. Donc ici, encore une fois, je suis allée chercher les données brutes pour voir le temps de traitement moyen pour les 2 années, des mois de janvier au mois de décembre. Donc, je peux regarder ça de façon dans mon tableau, mais encore une fois, c'est beaucoup plus intéressant de regarder dans un diagramme. Donc, ce diagramme-là, ce que ça me donne, c'est que je sais que mon temps de traitement moyen mensuel présentement est de 10 jours ouvrables. Et ce que je vois aussi, c'est qu'il y a énormément, donc il y a de la variation. Donc, des fois, c'est plus bas que le 10 jours et des fois, c'est beaucoup plus haut que le 10 jours. Donc, il faut que j'essaye de comprendre à quoi est due cette variation-là du temps de traitement moyen. Je vais essayer de comprendre s'il y a un lien avec le volume. Donc, je vais regarder les données que j'avais au niveau du volume de demande de soumission et aussi du temps de traitement. Et ce que je vais essayer de voir, c'est que je regarde ici, par exemple, pour des volumes relativement similaires, je peux voir que j'ai des temps de traitement qui varient quand même de façon importante. Donc, je peux essayer de comprendre si au mois d'août, est-ce que c'était l'impact des vacances, il y a moins d'employés, est-ce que ma capacité est moins élevée? Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ce temps de traitement-là? Je peux essayer de comprendre aussi, par exemple, pour les mois de mars et avril et novembre, qui ont encore une fois des volumes assez similaires. Par contre, ils ont des temps de traitement des temps de traitement moyens différents, donc de 10,1 à 13,7. Donc, pourquoi pour des volumes similaires, j'ai des temps de traitement moyens différents? Est-ce que c'est parce qu'il y a une différence dans les types de demandes de soumission? Donc, souvent, ce qu'on va essayer d'aller faire, c'est de comprendre, on va essayer d'aller chercher des facteurs de stratification. Donc, on va se demander où ça se passe, le problème. Est-ce que ça varie? Est-ce que le problème varie dans le temps? Est-ce que c'est un problème qui diffère par employé, par équipe, par fournisseur, par client? Des fois, ça peut être par le type de produit et de service. Donc, ce que je réalise ici, c'est qu'en faisant mes entrevues, j'ai réalisé qu'on me parlait de différences au niveau de mes types de demandes de soumission. Donc, j'ai fait une analyse produit-quantité et ça m'a permis de comprendre combien de produits et services étaient offerts. Donc, combien de produits, de types de soumission étaient offerts. Donc, j'en ai 4 sortes. Ensuite, d'aller déterminer les volumes, non pas seulement regarder juste le nombre d'intrants ou le nombre de demandes de soumission, mais de regarder le nombre de demandes de soumission par type de soumission et regarder aussi s'il y avait, soit à la fois des tendances à la hausse ou à la baisse, etc. Donc, en faisant cette demande de soumission-là, ce qui est intéressant ensuite, c'est d'aller regarder ces demandes-là et essayer de comparer avec les temps de traitement moyens. Donc, si je regarde ici, j'ai les temps de traitement moyens que je suis allée chercher. Et ce que je vois, c'est que là où les temps de traitement semblent plus élevés, c'est là où dans mes demandes de soumission, j'ai des demandes de soumission pour des primes qui sont supérieures à 1 million de dollars. Donc, ça correspond à la partie jaune sur mon diagramme. Donc, est-ce qu'il y a un lien? Donc, est-ce que la variété de mes types de soumission peut expliquer l'ensemble de ma variation dans les temps de traitement?
Ce que j'ai observé, c'est que celui-là, c'est pour l'an 1, mais si je l'ai fait pour l'an 2 aussi, j'observe la même variation ou le même lien entre l'augmentation de mes temps de traitement moyens et le nombre de soumissions avec une prime supérieure à 1 million de dollars. Donc, il semble avoir un problème dans les soumissions avec les primes supérieures à 1 million de dollars. Ce que je sais, c'est que souvent, elles sont plus complexes. Pourquoi? Parce qu'on demande plus d'informations. Donc, c'est peut-être dû au temps de traitement ou peut-être dû à autre chose. Donc, ce que je fais, c'est qu'ensuite, je suis allée regarder le rendement au premier passage en me disant, peut-être je vais regarder le rendement par type de mes demandes de soumission pour essayer de comprendre s'il y a des problèmes au niveau du traitement de ces données-là. Donc ici, je suis allée regarder mon rendement au premier passage et là, non seulement je ne le regarde pas de façon globale, mais je le regarde par type de soumission. Et ce que je vois, c'est que dans mes soumissions, j'ai quand même des très bons résultats pour les soumissions jusqu'à 1 million de dollars, mais que j'ai une baisse très importante pour celles qui sont supérieures à 1 million de dollars et j'ai fait les mêmes observations pour l'an 2. Ce que ça veut dire, le rendement au premier passage, rappelez-vous, c'est que ce sont des demandes de soumission qui sont traitées du premier coup sans nécessiter des corrections dues à des erreurs ou un manque d'information. Donc, clairement, j'ai un problème à ce niveau-ci, au niveau de mes demandes de soumission avec 1 million de dollars et plus. Donc, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller investiguer ce qui se passe à ce niveau-là et en fonction du pourcentage de soumissions qui ont des problèmes, je suis capable d'identifier en fonction du volume de demandes supérieures à 1 million, 1208 problèmes. Maintenant, ces problèmes-là peuvent être de toutes sortes, donc ce que j'ai essayé de faire, c'est de distinguer quels étaient les types de problèmes. Donc, on a fait un diagramme de Pareto. Vous pouvez vous référer au cours de base. Les types de problèmes qu'on a observés, c'est qu'il y a la majorité des problèmes, donc il y a à peu près 80% des problèmes qui proviennent d'informations erronées au niveau des coordonnées des clients. Donc, soit elles sont erronées ou soit elles ne sont pas disponibles. Et d'autres fois, c'est de l'information manquante, donc des cases dans les demandes de soumission qui ne sont pas complétées. Donc, ce qu'on va essayer de faire à ce moment-là, c'est de regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ces deux éléments-là. Pourquoi? Parce qu'en regardant ces deux aspects-là, on est capable de régler 80% des problèmes qui proviennent des demandes de soumission 1 million et plus. En faisant ça, on peut augmenter le rendement au premier passage et en faisant ça, on va diminuer le temps de traitement moyen. Pourquoi? Parce que ce qu'on a déterminé, c'est que le nombre d'intrants, on tenait seulement compte des nouvelles demandes qui entraient dans le processus. Alors que dans le temps de traitement, ce qu'on faisait, c'est qu'on regardait aussi, on considérait aussi le volume de demandes qui revenaient dans le système pour pouvoir être corrigé. Donc, à ce moment-là, on a beaucoup plus de volume étant donné les erreurs qu'on observait avec les demandes ou les primes de 1 million et plus, ce qui fait que ça vient limiter ou augmenter mon temps de traitement moyen. Donc, ce que j'ai déterminé, c'est que par ma collecte de données, j'ai fait une analyse de mes données et bien sûr, mes indicateurs de performance, il va falloir que je les modifie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas suffisant de regarder le nombre d'intrants, mais il faut que je regarde par type et aussi pour le temps de traitement moyen et le rendement au premier passage. Cette analyse-là ne sera pas suffisante. Au niveau du temps de traitement moyen, il va être nécessaire de regarder si mon processus de traitement est sous contrôle. Pourquoi? Parce qu'une moyenne, on l'a bien vu, ça peut cacher des choses. Donc, on va essayer de regarder si le processus est sous contrôle. Donc,
Dans le fond, ce qu'il faut que je fasse en premier temps, c'est de diminuer mon nombre d'erreurs. Pourquoi? Parce qu'en diminuant mon nombre d'erreurs, je vais diminuer le volume de demandes à retravailler. Et en diminuant le volume de demandes à retravailler, je vais pouvoir réussir à diminuer le temps de traitement d'une soumission. Donc, c'est une première étape pour diminuer mon temps de traitement d'une soumission. Ensuite, je pourrais regarder d'autres aspects qui ressortent de mes données, soit quantitatives ou qualitatives, pour pouvoir avoir un impact sur cet objectif-là. Il y a des notions que vous devriez déjà connaître et qui sont aussi dans votre Memory Jogger ou dans la révision de notions statistiques. Donc, il y a plein d'analyses supplémentaires que vous pouvez faire. Donc, à l'aide des tableaux dynamiques croisés, vous allez être en mesure de faire une représentation de vos données, que ce soit avec des diagrammes en tarte ou des diagrammes avec des nuages de points, pour regarder s'il y a des corrélations entre différents éléments. Vous êtes aussi, devriez être à l'aise avec les probabilités et les distributions. De regarder la moyenne, la médiane, les modes, les quarts types et les étendues, ce sont tous des éléments qui vont vous permettre de faire l'analyse de vos données. Donc, c'est une période qui est un peu mêlante pour vous. Pourquoi? Parce qu'on investigue différentes pistes pour pouvoir essayer de trouver celle qui est la plus prometteuse ou celle qui explique le plus de problèmes. Les points importants à retenir. On ne sait pas toujours ce que les données signifient. Donc, il y a une espèce de naïveté numérique. Et vous allez voir dans les organisations que certaines personnes prennent des décisions sans savoir vraiment ce que les données signifient. Même si on a plus de données que jamais, malheureusement, on n'agit pas toujours sur des faits, mais des fois sur des interprétations de ce qu'on pense être des faits. Donc, de combattre cette naïveté numérique-là, ça va vraiment vous donner un avantage sur le marché du travail. N'oubliez pas qu'avant qu'une donnée puisse être utile, il faut qu'elle soit analysée, interprétée, assimilée, et on a parlé de triangulation. Donc, on veut toujours essayer de la comprendre dans son contexte. C'est pas toujours l'analyse la plus compliquée qui est la meilleure. Souvent, c'est la plus simple qui va avoir une meilleure portée. Comprenez vos données, comprenez votre dossier. Le but de l'analyse, c'est quoi? C'est d'augmenter votre connaissance. Il ne s'agit pas seulement de démontrer que vous êtes capable d'appliquer des techniques d'analyse, mais surtout de construire votre bagage et de construire aussi la discussion pour bien comprendre la situation à l'aide de données et à l'aide d'analyse. N'oubliez pas, la connaissance est le meilleur levier pour les organisations. Maintenant, que disent vos clients, vos fournisseurs et les processus de votre projet? C'est à vous maintenant de faire l'analyse de vos données.